bien sûr, le FLA et le JNIM nient faire le coup de feu côte à côte. Et d'ailleurs, souvent, les médias occidentaux reprennent assez naïvement cette rhétorique du gentil rebelle et du méchant djihadiste qui ne seraient pas vraiment potes, même s'ils font les 400 coups ensemble. C'est à peu près aussi crédible que deux braqueurs qui entreraient dans la même banque, à la même adresse, le même jour, à la même heure, avec la même cagoule rose fuchsia sur la tête, mais qui diraient à la police « Non, non, je connais pas du tout l'autre braqueur, il est là, par hasard ». Pourtant, cette alliance est évidente. Elle existe d'ailleurs depuis la bataille de Tinzaouaten en 2024, avant la création officielle du FLA, lorsque des rebelles Touaregs et le JNIM avaient combattu près de la frontière algérienne les mercenaires de Wagner. En juillet 2025, de nouveau, le JNIM et le FLA se sont coordonnés pour attaquer ensemble un convoi de l'armée malienne à Al-Kit. Et vous avez aujourd'hui des vidéos qui circulent où l'on entend le chef du JNIM, Iyad Ag-Ghali, et un leader séparatiste Touareg, Al-Habas Ag Intala, qui tranquillement commentent ensemble les attaques d'hier filmées par drone. En 2024, Al-Habas Ag Intala avait été interviewé fort complaisamment par France 24 qui avait oublié de préciser que cette figure rebelle avait été membre du mouvement terroriste Ansar Eddin au début des années 2010, tout un symbole finalement de la porosité entre ces séparatistes à majorité touareg et les islamistes. Bien évidemment, beaucoup sur les réseaux sociaux et même à la tête des régimes de l'AES accusent la France d'être le marionnettiste derrière ces attaques. C'est sans doute exagéré, il y a beaucoup de manipulation informationnelle là-dedans. Mais, on ne peut pas dire que c'est une fake news des Russes. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme si la France n'avait absolument rien à voir ni aucune responsabilité dans les événements en cours au Mali. Même s'il faut dire, notre pays n'est plus aussi central dans le jeu des puissances qui soufflent sur les braises dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Mais il n'en reste pas moins qu'une chose est certaine. Emmanuel Macron a une revanche à prendre depuis que l'armée française a été boutée hors du Mali. Bon, personne ne nous regrette là-bas, tant on a été inefficace et on a multiplié les bavures, comme à Bounty, où l'aviation française avait bombardé un mariage de civils en 2021. Mais à Paris, je peux vous dire que dans les cercles militaires, on rêverait de se venger de cette humiliation et de ces Russes qui nous ont piqué la place au Mali. Vous savez, les mercenaires de Wagner, puis d'Africa Corps, qui n'ont pas fait beaucoup mieux. On se souvient de ces massacres perpétrés par les chiens de guerre de Prigojine contre les civils à Moura au Mali en 2022. Mais même si en France on nie toute ingérence, on n'a quand même pas un passé qui plaide en notre faveur. Paris a toujours entretenu des relations troubles avec les indépendantistes touaregs. Dès 2010-2011, des envoyés de Nicolas Sarkozy, comme le colonel de la DGSE, Jean-Marc Gadoulet, ont promis aux rebelles du Nord Mali l'indépendance du nord du pays en échange d'une rupture avec Mouammar Kadhafi parce que nombre de ces rebelles du Nord Mali avaient été embauchés par le guide libyen comme mercenaires. Et ensuite, il y eut l'épisode très controversé de Kidal, que l'armée française avait reprise aux djihadistes mais n'a pas rendu à l'État malien, comme ça aurait été la norme, mais aux indépendantistes Touareg qui étaient déjà très proches des islamistes, à tel point qu'en 2019, le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui était pourtant pro-français, disait que Kidal était devenu, je cite, un sanctuaire pour les terroristes. Et quand, sur un plateau télé parisien, il y a quelques mois, le présentateur a demandé au porte-parole du FLA s'il s'entendait bien avec les Français. Bon, le porte-parole, il a été assez franc du collier. Oui, on a de bons contacts avec les Français et même les Ukrainiens qui, d'après des informations sorties dans la presse, ont donné des renseignements et ont formé le FLA au maniement des drones, tout ça pour embêter les Russes qui sont aussi présents au Mali, mais dans l'autre camp. Qu'est-ce que vous répondez au service, au responsable du renseignement militaire ukrainien qui a déclaré que son pays vous avait donné des informations utiles? Vous savez, dans le désert et dans l'Azawad, entre les roches et les dunes de sable, je ne pense pas que les Azawadiens ont besoin de renseignements ou bien de quoi que ce soit. Donc c'est vrai que nous avons de bons contacts avec les Ukrainiens, tout comme avec la France, avec tous les États-Unis, avec presque tout le monde. Le média Africa Intelligence a d'ailleurs révélé qu'en mai 2025, Bilal Ag-Sherif, le leader du Front pour la libération de l'Azawad, a pu tranquillement se rendre en Italie, mais surtout en France, avec un visa Schengen, alors que son mouvement pactisait déjà avec le JNIM. Selon mes informations, Bilal Ag-Sherif, lors de son passage à Paris, a même été reçu par la direction du renseignement militaire français. Et le leader du FLA est ensuite tranquillement rentré en Mauritanie, qui est sa base arrière, une Mauritanie qui est aussi le dernier vrai allié de la France
au Sahel. D'ailleurs, le président mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani, a été reçu il y a quelques jours en visite d'État, c'est quand même pas n'importe quoi, par Emmanuel Macron. Et au-delà des dossiers officiels qui concernaient plutôt l'économie, le Mali a été au cœur de toutes les discussions entre les deux présidents, même s'il faut préciser que les attaques survenues ce samedi au Mali ne sont pas venues du territoire mauritanien. Bien évidemment à Paris. J'en connais beaucoup qui seraient vraiment pas mécontents, et je peux vous dire que c'est un euphémisme, de la chute du président malien Assimi Goïta, avec qui les relations se sont encore tendues davantage, depuis que le pouvoir militaire a fait arrêter en août à Bamako un agent de la DGSE qui s'appelle Yann Vézillet, et ce secrétaire à l'ambassade de France au Mali est toujours détenu par le pouvoir malien qui l'accuse d'avoir voulu préparer un putsch en connivence avec d'autres officiers maliens qui depuis ont été embastillés. Et finalement, celui qui a le mieux résumé la position actuelle de la France sur le Mali, c'est l'ancien chef d'état-major des armées françaises, Thierry Burkhardt, qui en septembre 2024, à huis clos devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, avait dit que la France n'avait pas de camp ami au Mali et que finalement elle ne pouvait pas choisir entre, je cite, des terroristes, le djinnim, l'État islamique d'un côté, et les mercenaires de Wagner, renvoyant les deux camps dos à dos. Le problème, c'est qu'avec l'officialisation, avec cette attaque des liens entre le FLA et le djinnim, la France se retrouve de facto à entretenir de bonnes relations, à soutenir en sous-main des indépendantistes qui là sont clairement dans le même camp que la filiale d'Al-Qaïda. Et ça, c'est embêtant pour un pays qui n'a cessé de clamer qu'il luttait pied à pied contre le terrorisme en Afrique, qu'il avait investi des milliards d'euros et qu'il avait perdu une cinquantaine de soldats. Alors, peut-être que la France ne finance pas, comme on dit, les djihadistes du djinnim. D'ailleurs, même si on le voulait, on n'en aurait plus les moyens ni humains ni financiers. Il faut quand même se souvenir que nos services de renseignement ont quand même été tellement à la ramasse qu'ils ont été incapables de prévoir le coup d'État qui est survenu au Mali en 2020 et qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un allié de la France. Mais il faut quand même noter qu'en 2014, l'armée française avait eu l'occasion d'éliminer l'émir du djinnim, Yad Agali. Et François Hollande avait stoppé au dernier moment cette opération Homo pour ne pas fâcher l'Algérie, qui protégeait Yad Agali et qui continue à soutenir le chef du djinnim jusqu'à nos jours. D'ailleurs, les attaques sur le Mali surviennent quelques jours après que le régime d'Assimi Goïta ait déclaré reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ce qui a beaucoup énervé l'Algérie, et peut-être faudrait-il voir en partie ces attaques comme une vengeance du pouvoir algérien qui soutient très clairement le djinnim. Tout ce contexte explique pourquoi la France tarde tant à condamner les attaques terroristes au Mali, alors que les États-Unis et l'Union africaine l'ont fait dès les premières heures de l'offensive. À l'heure où je vous parle, la France a fait un communiqué pour le 40e anniversaire de l'accident de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, mais n'a toujours pas exprimé sa solidarité avec le peuple malien. Alors effectivement, au-delà de la géopolitique et du froid avec le régime d'Assimi Goïta, on a un certain racisme qui fait considérer en France que ce sont que des Africains et que finalement c'est pas très grave s'il y a eu de lourdes pertes civiles. Il y a quand même eu un attentat kamikaze au camion PG à Kati qui a visé la maison du ministre de la Défense Sadio Camara et qui a touché une mosquée voisine, faisant plusieurs victimes parmi les fidèles. Et cette absence de condamnation prouve que la France ne cherche finalement pas tant à vaincre le terrorisme en Afrique qu'à y maintenir des pays sous sa coupe. Quoi qu'on puisse penser de son régime, le Mali a... Pendant plusieurs années, souvenez-vous, nous avons dit ici aux dirigeants des États de l'AES qu'il serait temps pour eux de prendre leurs responsabilités en main, de se décider de manière claire et déterminée, d'en découdre avec ceux qui sont des alliés des terroristes dans le Sahel. Voyez-vous, il ne s'agit pas des djihadistes. Bien que n'étant pas un musulman et encore moins un arabe, je peux vous dire que les saintes écritures du Coran ne prévoient pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne peut que être des terroristes. Donc, ne faites pas comme cette télévision occidentales qui essaient tant bien que mal de les faire passer pour des djihadistes. Ce sont des terroristes qui ont décidé de terroriser un peuple, une nation. Ils sont partis jusqu'au domicile privé, aller tuer un ministre. En réalité, ce qui s'est fait ici est exactement ce que Israël avait décidé de faire, n'est-ce pas, vis-à-vis des dirigeants iraniens. Alors que la guerre a été lancée, que vous devez vous attaquer spécialement aux armes dont vous décriez, vous avez pris sur vous d'aller tuer des dirigeants.
allant jusqu'à tuer le guide suprême. C'est exactement ce qui se fait ici avec les terroristes. L'objectif étant de tuer le président de la République, son excellence le général Assimi Goïta. Ils ont raté, mais ils ont quand même pu tuer de manière féroce le ministre de la Défense, Sadio Kamara. Et nous disons ici que le corps de Sadio Kamara repose en paix. Que toute sa famille puisse avoir le courage. Courage donc à la famille de Sadio Kamara, courage à la famille malienne, courage à l'AES et courage à tous ces Africains qui soutiennent la lutte depuis le début. Aujourd'hui, je viens réitérer au président de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré. Il serait temps pour vous de savoir que les traîtres, les infiltrés, vos États voisins, à l'instar de la Côte d'Ivoire, du Bénin, qui ont décidé de lutter contre, c'est-à-dire votre souveraineté, votre liberté, c'est d'abord eux que vous devez attaquer. Tant que ces gens ne tombent pas, vous serez toujours en danger. Tant que c'est Patrice Talon qui dirige par une main de fer au Bénin, vous aurez du fil à retordre. Tant que c'est M. Dramane Ouattara ou que sais-je encore, son frère ou bien une personne qui l'a mis là, une marionnette, vous serez toujours dans le fil à retordre. L'unique solution que vous avez, c'est d'affronter de manière directe ces différents États. Et que face à eux, vous puissiez en découdre. Parce que, voyez-vous, c'est dans ces pays que l'Azawad est parti installer ses premiers fauteuils. Vous savez très bien que l'Azawad se trouve bien en Côte d'Ivoire, sur la protection d'Alassane Dramane Ouattara. Vous savez très bien que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel est en complicité avec M. Alassane Ouattara, dont nous avons écouté ici un audio qui était clair quand il disait que Choguel Maïga était seulement utilisé par la jeune militaire et que c'était Sadio Kamara, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur qu'il fallait attaquer car c'est eux qui portent aujourd'hui la sécurité du Mali. Donc voyez-vous ici, mes chers amis, il faut que les dirigeants de l'AES sortent dans leur monde de bisounours. Ils ont en face d'eux des gens qui sont déterminés à les tuer. Parce que ce qu'ils ont perdu dans ce combat est inacceptable. Et l'humiliation qu'ils ont eu à prendre, surtout quand les Russes Africa Corps sont arrivés, et ne parlons même pas des Wagner, vraiment la France n'a jamais accepté, la France n'a jamais pardonné. Et aussi Ouattara, lui, il n'oublie jamais, il ne pardonne jamais. Donc méfiez-vous de tout ce qui est en train de se passer. Là-dessus, encourageons les États de l'AES, mais disons-les clair que les adversaires qui sont d'abord les voisins, on doit les prendre au sérieux et les traiter comme de véritables ennemis. Le président Ibrahim Traoré avait dit que l'hiver noir arrivait. Nous n'avons pas cru. Est-ce que ce n'est pas ça l'hiver noir? Les grosses têtes sont tombées au Mali. Peu Maliens, courage et mes condoléances à vous tous. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.